Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Anne-Florence Cellier, coach sportif sur Paris. Passionnée de cours collectifs, elle a basculé au fur et à mesure dans le coaching pour lancer aujourd'hui son propre studio, le Lab Coaching. Elle nous explique comment développer son business en partant de zéro et nous partage un élément qui a tout basculé dans sa vie professionnelle et ce pourquoi aujourd'hui elle vit essentiellement du coaching. On a parlé de plein de choses passionnantes, de pourquoi on peut sécher les cours à la fac et avoir quand même du succès dans sa carrière professionnelle. Comment apprendre le plus rapidement possible le métier de coach sportif. Pourquoi les cours collectifs sont une compétence importante pour être un bon coach. Comment se gérer physiquement et comment trouver des clients quand on est coach dans un club de fitness. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Anne-Florence. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer Anne-Florence Cellier qui est du côté de Paris. Et l'idée, c'est de lui poser tout un tas de questions sur son expérience dans le coaching et dans le fitness. Donc, bonjour Anne-Flo. Bonjour à tous, bonjour Andy. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Anne-Flo, je suis coach moi depuis 2004. J'ai passé un BE à l'époque à Tours, à l'IPMS de Tours. J'ai rapidement fait un contrat pro, donc j'ai fait une année spécifique, puisqu'à l'époque c'était en 2 ans. Une année de tronc commun spécifique et ma deuxième année, je l'ai fait en alternance en contrat pro, où j'ai commencé un petit peu à donner des cours et à apprendre un peu plus les techniques d'encadrement sur le plateau muscu. Puis j'ai fait un peu mon expérience dans différentes chaînes, dans différents groupes, d'abord en province, parce que moi je suis originaire d'Angers. Je suis partie un petit peu dans l'ouest du côté de la Bretagne, l'Orient, etc. Et puis rapidement, je suis venue sur Paris où en effet, j'ai commencé à exercer dans différentes enseignes, avec parfois des postes également à responsabilité. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait mon expérience dans ces différentes enseignes et je me suis de plus en plus intéressée au coaching sportif individuel. Et suite à une blessure, notamment, une rupture des ligaments croisés, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais mettre en place et ce vers quoi je voulais tendre d'un point de vue professionnel. Et je pense que le fait de s'être blessée, ça a vraiment été une révélation. En tout cas, c'est le côté positif de la blessure, ce qui m'a permis de prendre du recul par rapport à moi et à ce que je voulais vraiment. Et du coup, vraiment, je me suis dit que le but de ce travail-là, c'était de m'occuper des gens et de le faire plus en termes qualitatifs et plus individualisés pour les aider dans leur vie de tous les jours et aussi en prévention des blessures, forcément, vu ce qui m'est arrivé. Voilà, donc depuis 2016, c'est la date à laquelle je me suis fait la rupture du ligament croisé antérieur. J'ai décidé un petit peu de prendre davantage ce tournant-là et j'ai tout mis en place pour le faire, donc en passant par de nombreuses formations, essentiellement autour du functional training. Et j'ai commencé à diminuer mon nombre d'heures de cours collectifs dans les salles pour mettre en place mes coachings personnels, d'abord au sein des groupes dans lesquels j'exerçais les cours collectifs. Puis au fur et à mesure, je me suis dit que je voulais prendre mon envol, avoir un peu plus de liberté. Et donc, j'ai cofondé avec mon ancien collègue le Lab Coaching, qui est un studio de coaching maintenant sport-santé essentiellement et basé dans le 12e arrondissement de Paris actuellement. Ok, top. Donc, un beau parcours, un grand parcours. Avant de faire ta formation, Anne-Flo, c'était quel élève? Tu as fait quoi? Comment tu es arrivé en fait, comment tu es arrivé là-dedans? En fait, moi, j'ai été adhérente en salle de sport. Donc, je suis originaire d'Angers à Angers. J'ai fait un cursus, j'ai passé mon bac et j'ai fait un cursus après pour travailler dans la communication. Je ne savais pas trop où je voulais aller. Je pense comme beaucoup après le bac, c'est un peu vaste. Et puis finalement… Est-ce que ton cursus de communication aujourd'hui te sert? Non. Honnêtement, non, parce que, non, pas du tout, parce que bon, c'est pas très bien, mais je ne suis pas allée beaucoup à la fac. Okay. Et j'ai été beaucoup plus à la salle de sport en attendant. Okay. Et forcément, ma première année, je ne l'ai pas eu. Je me suis dit,
je peux pas continuer comme ça. Ce qui me plaît, c'est de m'entraîner, c'est d'aider les gens à s'entraîner, parce que j'ai aussi quelques personnes qui me voyaient tout le temps au club, donc me demandaient parfois des renseignements sur les cours, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, etc. Alors, bien entendu, sur toute la partie entraînement pur, je les renvoyais vers les coachs qu'il y avait dans le club. Mais sinon, je partageais mon expérience, en tout cas en tant qu'adhérente. Et je me suis dit, oui, c'est ce que j'aime. Être avec les autres, les aider. Là, c'était en leur donnant des renseignements, mais c'était déjà mettre un petit peu le pied à l'étrier, d'aider les autres. Et puis, je me suis dit, bon, lance-toi. Voilà, faut le faire. Tu fais tout le temps ça, t'aimes ça et lance-toi. Donc, je commençais à chercher un petit peu les écoles à ce moment-là et je suis tombée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas à Angers. Maintenant, il y a une antenne à Angers. Et c'était Cholet ou Tours, en fait, mes choix. Ok. Et d'où l'intérêt de sécher les cours. Ça peut être une bonne opportunité de trouver sa carrière. Exactement, comme quoi. Hein. Ok. Et du coup, la formation, tu te souviens comment c'était? Est-ce que tu as appris des choses intéressantes? Comment tu es sorti justement de ce cadre-là, du diplôme ou autre? Oui, j'ai appris pas mal de choses intéressantes. Moi, je l'ai fait donc à Tours avec l'IPMS. La première année qui était le tronc commun à l'époque, qui était vraiment global à tous les BE. Donc, vraiment que ce soit en termes d'anat, de physio, ça reste très théorique. Donc, tous les apports théoriques qu'on peut avoir, je pense maintenant avec le BP sur un an, ça on les avait. Le deuxième socle, suite au tronc commun, c'était vraiment là plus dans tout ce qui était pratique et spécifique au sport. Non, moi j'ai vécu une superbe année à l'IPMS. Donc la première année c'était beaucoup du bachotage, mais c'est déjà ce que j'aimais. J'ai toujours beaucoup aimé surtout la physio, donc le fonctionnement du corps humain, ça m'a toujours beaucoup plu. Avec de très bons intervenants. J'ai rencontré là-bas une personne avec qui j'ai toujours contact, qui était le prépa physique et qui s'occupait aussi des cours justement de physio et aussi d'anat, Jérôme Godino, qui est maintenant directeur de différents clubs sur Angers. Et la deuxième année que j'ai faite donc en contrat pro, j'étais en alternance sur un club à Angers et puis 2 jours par semaine à l'école à Tours. Non, c'était une très bonne expérience. On a rencontré beaucoup de gens. La promo était sympa. Il y avait beaucoup de mise en situation. Une promo avec beaucoup d'entraide aussi. Donc, c'était vraiment des bons souvenirs. J'ai eu le même cursus à l'époque, BE, premier degré. Et après, j'avais fait effectivement le BE métier de la forme en contrat de qualification. Qu'est-ce que tu en as retiré, toi, justement? Moi, en tout cas, j'ai retiré que du positif. Le fait de passer une grande partie de ma semaine directement au sein même de la structure et de voir comment fonctionnait un club. Quelles ont été ton expérience par rapport à ça, ton retour? Moi, je pense que vraiment, j'ai eu la chance de me proposer. C'était la première année qu'ils le proposaient directement. En général, on était 2 dans la promo à qui me l'ont proposé de la première année. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de faire ses armes et d'apprendre le plus rapidement possible. Déjà, on est bercé dans le monde du travail. On est dans un milieu qu'on aime. Et après, ça dépend des différents types d'écoles de formation et aussi des différentes entreprises. Moi, je sais qu'à Angers, j'ai été intégrée dans la boîte dans laquelle j'ai bossé. On m'a tout de suite, très rapidement demandé de me mettre en situation collectif ou avec des personnes en suivi sur des programmes de musculation. Peut-être. Est-ce que ça, tu crois, c'est toutes les heures passées avant à ne pas aller à la fac et du coup aller t'entraîner? Je pense que forcément ça joue. Ouais. Oui, forcément, ça joue, puisque je ne suis pas arrivée un peu là en me disant j'aime bien le sport, mais je n'ai pas de niveau pour passer un autre BE. Je n'ai pas fait de judo à haut niveau, je n'ai pas fait de tout autre sport, peu importe. Je suis vraiment arrivée là parce que je savais déjà, je connaissais l'univers des salles de sport. J'avais parlé avec pas mal de profs que je connaissais bien, du coup, là où j'allais m'entraîner. Je savais déjà un petit peu à quoi m'attendre. Donc, non, je pense que vraiment tout ça, auparavant, ça m'a aidé à être sûre de mes choix et de me retrouver encore aujourd'hui, depuis ces nombreuses années, toujours dans le métier. Okay. Et sans me lasser, sans me fatiguer, en me disant tous les jours, je vais au travail, mais est-ce que vraiment c'est un travail dans le sens c'est pénible? Non, pas du tout. Et donc, du coup, ta première expérience dans la vie pro, alors c'est quoi? C'est un CDI? C'est quoi? C'est le contrat pro, du coup. Alors oui. Oui.
Et après, derrière, j'ai été prise en CDI dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon contrat pro. Ouais. Je suis restée 1 an et puis après, j'ai travaillé. C'était un couple à l'époque qui avait ce club-là, qui se sont séparés. Et le mari avait ouvert son studio à plus petite échelle à Angers, qui malheureusement, lui, n'a pas fonctionné sur le long terme. Et du coup, je suis restée donc 2 ans si on compte l'année où ce petit studio est resté ouvert. Ok. Et tes premières années, du coup, qu'est-ce que tu as appris qui te sert aujourd'hui? Ce qui m'a appris, je pense essentiellement, enfin énormément plutôt, c'est je donnais beaucoup de cours collectifs à l'époque et quoi qu'on puisse en dire, il y a toujours le côté positif, les choses à prendre et les choses à laisser, mais je pense que d'avoir donné beaucoup de cours collectifs, ça m'a aidé à communiquer avec différentes personnes de manière différente. Le fait de gérer des grands groupes et de faire en sorte que le message passe, même si devant nous, on a des personnes qui communiquent complètement différemment, visuel, tactile, auditif. Et ça permet vraiment de pouvoir justement tester un petit peu ces différents réseaux de communication et savoir s'adapter aussi à tous les publics très rapidement. Ok. Tu as enseigné quel type de programme? Les Mills ou complètement? Oui, bien sûr. Alors au début, oui, beaucoup de Les Mills. C'était des clubs qui étaient affiliés. Et ça c'est d'un côté, alors ça prend les bases de la communication, mais de l'animation aussi, du coup, et ça permet vraiment de pouvoir, au début en tout cas, de se retrouver dans un cadre qui donne un petit peu des rails, et je trouve que c'est plutôt positif quand on commence. Et après, j'ai donné les cours de renforcement traditionnels. Puis, quand on a commencé à parler un petit peu des cours plus de small group, etc., là, j'ai commencé à donner des cours en plus petits groupes. Ok. Moi aussi, j'en retire énormément de bénéfices d'avoir pu travailler avec Les Mills, d'avoir été instructeur fitness Les Mills ou autre, parce que, comme tu le dis, savoir gérer un groupe, savoir animer, ne serait-ce que aussi donner des consignes très rapides, avoir aussi un regard, parce que forcément, quand tu as 50 ou plus, même si on est d'accord, on ne peut pas corriger tout le monde. On s'habitue en fait on habitue notre œil à regarder un petit peu les placements et tout. Et moi, je remercie beaucoup Les Mills et tout ce que j'ai pu faire au niveau des cours collectifs parce que ça m'aide beaucoup au niveau du one-to-one ou des small groups, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Okay. Ça permet d'être très réactif et de s'adapter, d'avoir vraiment comme dans une boîte à outils, avoir plein d'outils prêts à prendre et pouvoir réagir directement et rapidement auprès des gens, que ce soit en effet maintenant pour moi comme toi, sur des small groups ou sur du personal training. Je pense vraiment que c'est une base un socle qui est très solide. Et du coup, le coaching one-to-one, ça a été présent assez rapidement pour toi ou au début, c'était vraiment que des cours? Ouais, non, au début, ça a été beaucoup que des cours collectifs jusqu'à temps que je monte sur Paris où j'ai fait mon expérience d'abord dans les clubs Fitness First, un petit peu au club Med Gym aussi, où là, j'ai redonné beaucoup de cours. Et puis rapidement, avec Fitness First, on m'a proposé un poste à responsabilité pour manager un petit peu l'équipe fitness que j'ai accepté avec plaisir. Donc là, du coup, j'ai eu un peu moins d'heures de cours et j'ai plus managé et développé les équipes à travers leurs compétences. Et c'est un peu plus tard, je dirais, dans les années 2010-2012 à peu près, où j'ai commencé à avoir quelques coachings à domicile. Mais vraiment, le gros tournant pour moi, pour le personal training, ça a été le moment de la blessure. Vraiment. Okay. Et du coup, une question, notamment parce qu'il y a beaucoup d'instructeurs et de coachs qui se sont lancés par rapport aux mêmes problématiques. Les cours collectifs, surtout les programmes Les Mills, c'est fatigant quand tu n'as pas l'opportunité. Moi, j'avais la chance d'être manager et du coup, je n'avais pas énormément de cours et je pouvais, entre guillemets, gérer mon physique sur le long terme. Mais quand tu tapes 15, 20, 25 cours, j'ai des amis qui se tapent énormément de cours. Comment tu gérais tout ça, toi, physiquement, au niveau de ton hygiène, au niveau de l'alimentation? Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent, là, qui sont hyper jeunes, hyper motivés, ils adorent, mais voilà. Ouais. Déjà, c'est bien parce qu'ils vivent de leur passion déjà, donc c'est déjà un grand pas. Maintenant, en effet, la première chose, c'est ne pas négliger la qualité de sommeil, s'ils ont beaucoup d'heures de cours, parce que je sais qu'on termine tard,
que parfois on peut commencer relativement tôt le lendemain. Donc, du coup, les nuits sont un peu plus difficiles quand on a terminé en donnant des cours très cardio comme un body attack, un body combat, un RPM. Forcément, on a un peu plus de mal à s'endormir de bonne heure, mais ne pas négliger quand même le sommeil, essayer vraiment de s'obliger à pas aller au lit trop tard. L'hydratation, puisqu'on perd souvent quand même beaucoup d'énergie à travers les cours et on transpire énormément, donc surtout sur ces cours cardio. Donc avoir une très bonne hydratation, pour moi, ça va être les 2 premiers points, le sommeil, l'hydratation. Bien entendu, la nutrition après, autant qu'on peut, même si on mange à des horaires décalés quand on donne beaucoup de cours. Ça va être les 3 gros pôles, je dirais, à surveiller. Maintenant, c'est bien de le faire, mais c'est bien aussi de savoir s'économiser quand on donne un cours. Et je pense que ça, au début, en tout cas pour moi, de par mon expérience, on aime tellement ce qu'on fait qu'on veut se donner à 200% et transmettre son énergie à travers un cours. Mais je pense que très rapidement, il faut quand même si on n'a pas de blessure, même si on pense que tout va bien, il faut quand même se freiner un petit peu et se dire, OK, je donne mon cours, je suis 100% avec les gens, je donne de l'énergie, mais j'ai de la réserve un petit peu parce que je ne vais pas travailler qu'une semaine comme ça, j'ai plusieurs semaines qui vont s'enchaîner et que souvent, on a un jour de récupération quand tout va bien, 2 jours, et souvent, en tout cas, dans la région parisienne, les 2 jours ne sont pas consécutifs, quoi. Donc, c'est quand même assez difficile. Ok. Et puis, le point quand même qui reste, que je rajoute, c'est souvent, et c'est difficile, on a 20-25 heures de cours, mais pensez à vous entraîner un tout petit peu à côté pour vous, notamment se renforcer, parce que souvent on oublie de le faire, on ne prend pas le temps de le faire, je dirais. On donne nos cours, mais on ne s'entraîne pas pour nous et on ne se renforce pas. Donc un peu de muscu quand même et un travail de mobilité, je pense que c'est indispensable pour tenir le plus longtemps possible. Ok, top. Merci beaucoup. Et tu te souviens de ton premier coaching? Enfin, que tu as vendu? Ouais, le premier coaching que tu as vendu, ou comment tu t'y es pris, ou ça a été quoi le… Alors, le tout premier coaching, c'était un coaching à domicile et c'était un client qui suivait mes cours à l'époque et qui faisait beaucoup de coaching à domicile. On parlait bien tous les deux et donc il m'a proposé, voilà, écoute, moi je ne peux pas prendre tout le monde, je te propose de te mettre en relation avec des personnes, est-ce que ça t'intéresse? Donc ça a commencé comme ça. Et la toute première personne, moi je me souviens très bien, c'était un domicile dans Paris. J'avais un peu d'appréhension parce que, à l'inverse des cours que je maîtrisais bien, c'était la première fois que j'allais intervenir chez quelqu'un, être face à une personne toute seule et comment ça va se passer, 1 heure, je vais parler, je vais être chez elle. Voilà. Donc, je me souviens très bien, je suis arrivée très en avance et j'ai attendu donc du coup l'heure avant d'aller chez elle, bien sûr, mais je me souviens de ce côté un peu, voilà, je sors de mon univers un petit peu, je sors de ma zone de confort du coup, et il va falloir que ça se passe bien parce que la personne s'attend à une prestation et surtout, ouais, comment la séance va se dérouler, alors que d'habitude, je suis drivée, je sais à quel moment je fais les choses. Là, c'était un peu plus l'inconnu du coup quand même. Donc, ouais, je me souviens très bien, cette séance s'est très bien passée. La personne était satisfaite et on a continué pendant un peu plus d'1 an ensemble. Mais bon, c'est comme tout, c'est savoir de temps en temps sortir de sa zone de confort, c'est important, je pense. Et quel type de formation tu as fait justement, ou est-ce que tu as fait des formations complémentaires, Ouais. pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue, on va dire, structure, parce que la partie coaching, c'est quand même différent d'un cours collectif. Est-ce que tu as fait des formations spécifiques, ou est-ce que tu aurais des conseils justement à donner aux coachs qui n'ont pas encore passé le pas ou qui sont jeunes encore dans la profession? Qu'est-ce que toi tu retiens du coaching one-to-one par rapport à un small group ou à un cours collectif? Je pense qu'en effet, il faut se former et ne vraiment pas hésiter à avoir des compléments de formation, surtout d'un point de vue commercial, parce qu'on ne nous apprend absolument pas ça, en tout cas à l'école. C'est déjà pour bien vendre ses services. Moi, en formation complémentaire, j'avais fait formation HBX en personal training. Donc, il y a différents cursus. Et notamment, il y a un module, en effet, qui est basé sur comment driver une séance,
d'essai pour rendre attractive la séance d'essai et comment vendre derrière ces prestations. Donc, vraiment, la partie commerciale. Je ne dis pas que ce soit les meilleures formations, parce qu'après, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et je pense que maintenant, on en propose de plus en plus. Et toi, d'ailleurs, tu en proposes, qui sont très bien. Et donc, je pense que, par contre, c'est indispensable. Parce que sortie de l'école, directement savoir se vendre, savoir comment driver une séance, c'est pas forcément inné pour tout le monde, en tout cas. Et oui, se retrouver face à une personne une demi-heure, 45 minutes ou 1 heure, c'est pas la même chose que d'être sur un podium ou pas, d'ailleurs, et devant 45 personnes. Ça n'a rien à voir. Mmh. Et après, excuse-moi, ouais. Non, après, vas-y. je conseillerais au fur et à mesure aussi, c'est de faire des formations complémentaires, peut-être en PNL, de développer des compétences qui vont être plus de l'ordre. Voilà, comment je peux réagir par rapport aux émotions des gens et en tout cas interagir avec leurs émotions pour être en adéquation avec ce qu'ils attendent. Mmh. Oui, c'est là où je dis souvent qu'on sort du cadre un peu de notre métier de coach pour apporter forcément bien plus. Et on y reviendra tout à l'heure. Ton poste de manager, tu commences à gérer un petit peu des différentes personnes. Tu as tes cours collectifs, tu commences à faire du coaching. Comment tu gères tout ça? Comment tu gères la vie professionnelle, vie privée? Comment tu arrives à gérer un petit peu ta vie de manière générale? À l'époque, tu veux dire? Oui, à l'époque. Ouais, à l'époque. À l'époque, je dirais quand j'étais manager, ça allait à peu près, puisque j'avais environ, c'était un poste j'ai fait 35 et 39 heures, donc c'était un CDI. Les horaires étaient relativement bien respectés, de temps en temps des remplacements effectués, mais ce n'était pas trop. Ça a été plus compliqué après quand, en effet, j'ai fait que des cours collectifs, puisque je travaille quand même pratiquement toute la semaine, du lundi au samedi jusqu'à tard, parfois le samedi. Mais je pense que oui, c'est assez compliqué de tout allier. Maintenant, je pense que ce n'est pas impossible. Il faut juste quand même savoir s'autoriser vraiment des moments où on break vraiment et se dire, voilà, à ce moment-là, je ne fais pas quelque chose qui est d'ordre professionnel. Okay. C'est l'organisation. Oui. Pas toujours facile, mais c'est l'organisation. Et donc, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, la blessure, grosse remise en question. Ouais, grosse remise en question. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me dis, je pleure. Moi, ça m'est arrivé en cours collectif, ma blessure. Donc, je pense que ça a été encore doublement un facteur qui m'a fait réfléchir sur est-ce que je continue dans ce sens-là. C'était en quoi? Quel programme? Body Attack. Body Attack, ok. Ouais, Body Attack. J'ai fait un petit saut, mauvaise réception du saut. Pour revenir à l'organisation, j'avais de nouveau à ce moment-là un poste de responsable dans une chaîne sur Paris et je pense que j'avais un petit peu pas justement bien organisé tout ce qu'il fallait comme il fallait en termes de récupération et en termes de surcharge de travail. Et donc, c'était ton corps t'a rappelé à l'ordre. Oui, exactement. Donc, quand l'annonce est tombée, forcément, c'est un peu difficile à encaisser parce qu'on se dit le genou, on sait très bien que ça se répare bien maintenant, tant mieux. Ils ont fait des progrès, mais ça prend du temps. Là, tu es quoi, 6 mois, un an? Un an out, ouais. Okay. Un an sans pouvoir, en tout cas, redonner cours dans un premier temps. Après, il y a deux choix, je pense. C'est comme pas forcément que dans ce cas-là, mais c'est soit on se bat, soit on est pessimiste et puis on se dit voilà, c'est terminé et pendant 6 mois, 1 an, je vais rien faire et ça va être horrible. Ou alors on se dit je vais utiliser ce temps-là pour qu'il soit productif et qu'il me serve à quelque chose. Alors, je dis pas que ce soit justement, tu as fait quoi alors pendant cette année? Ça a été quoi ta résolution de l'année? Ouais. Pendant cette année, déjà, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir en effet à qu'est-ce que j'allais devenir parce que malgré tout, en effet, ça m'est arrivé en 2016, j'avais un peu plus de 30 ans, j'avais 32 ans. Je me suis dit, je peux pas tenir en effet à ce rythme-là encore des années et des années. Donc, il faut que je prenne une décision. Donc, un petit peu d'introspection, forcément. Et puis, après, tout simplement, j'ai mis ce temps à profit pour me dire, je vais regarder un peu ce qui me plaît. Et je pense que le grand déclic a été, moi, j'ai fait ma réathlétisation et ma rééducation post-op au CERS
au centre de rééducation qui est à Cap-Breton. Et alors là, je pense que ça a été vraiment là, le point révélateur où en post-op, j'ai été mis avec les sportifs de haut niveau, donc j'ai fait des belles rencontres. Et j'ai parlé avec pas mal de kinés et de prépa physique là-bas. J'ai jamais voulu aller travailler là-bas parce que j'aime bien Paris déjà d'une, et puis parce que je voulais garder le contact avec des gens pas forcément sportifs aussi. Mais je pense que ça a été révélateur dans le sens, voilà, j'ai envie de m'occuper des gens qui vont plus ou moins bien en tout cas. Et ça a été ce moment-là qui a été un tournant, donc au moment de mon post-op. Après, j'avais toujours mon poste que j'ai repris assez rapidement puisque j'étais manager. Donc, je me suis dit que de toute façon, j'allais continuer à aider la boîte à travailler. Donc, j'ai fait d'autres missions au siège avec eux, tout en continuant à côté à bosser sur ma blessure. Et j'ai fait appel aussi à Michael Berthomier, qui est spécialisé dans la réathlétisation du genou, et qui m'a aussi, je pense, ça a été des personnes qui ont été révélatrices de ce qui pouvait m'animer par la suite, en fait. Voilà. Okay. Donc, après la blessure, comment tu as géré la partie coaching ou comment tu as accéléré la partie coaching? Après la blessure, j'ai accéléré la partie coaching. En fait, dans la vie, c'est parfois comme ça, tout arrive en même temps. C'est à ce moment-là où la salle où j'étais proposait de développer justement le coaching au sein de leurs différents clubs. Et donc, moi, j'ai sauté dessus. Tu étais au cercle, hein, c'est ça? Ouais, à ce moment-là, j'étais au sein de la forme. Je suis toujours encore un petit peu au sein de la forme. Et du coup, ils ont décidé de développer la partie personnel training au sein de leur club. Et ça a été en fait vraiment le timing entre guillemets parfait. C'est-à-dire que moi, au moment où je pouvais revenir en tant que prof, moi j'ai dit que je voulais quitter le management et j'ai dit voilà, je suis honnête, je veux redevenir prof et je veux justement faire partie de l'équipe des coachs. Et donc ça a vraiment été un timing parfait. Et donc à partir de là, j'ai fait les formations HBX, j'ai continué à me former bien entendu dans plein de domaines techniques sportifs et puis ça s'est décanté tout seul. Ma reprise en septembre, c'est fait comme ça, en fait, un petit peu de cours et enfin, pas mal de cours, parce que j'avais encore une vingtaine d'heures quand même, que j'ai réduit au fur et à mesure. Ok. Et du coup, l'organisation au niveau du club, c'était comment par rapport au personnel training? Vous louiez on paye un loyer. Ouais, vous payez un loyer, ouais. On paye un loyer et puis après, on fait notre business à l'intérieur. Ok. Et donc, le lancement, ça a été comment pour toi? Bien, plutôt bien, parce que les gens, ça faisait longtemps, ça fait depuis 2007 que j'étais là-bas, donc les gens me connaissaient bien déjà en cours collectif. Donc, ça s'est facilement décanté. Et j'ai eu rapidement un agenda qui me permettait de me dire, bon, je vais diminuer encore un petit peu mes cours pour avoir un peu plus de créneaux disponibles pour les gens. Donc, à cette époque-là, tu avais combien de clients par semaine pour donner un ordre d'idée? Tu pense que arrivais à générer combien de chiffre d'affaires sur cette activité-là, tu te souviens? Non, honnêtement, je pourrais pas être précise là-dessus, mais j'en avais une dizaine d'heures de personnes, enfin, d'heures de coaching. Okay. Parce que j'ai des personnes qui en prenaient plusieurs. Mais, et pour les coachs qui sont également, qui enseignent du coup dans les clubs de fitness ou qui sont coachs indépendants et qui viennent dans les clubs de fitness, quels seraient, selon toi, ou ce que tu as pu mettre en place ou tester, tes 3 meilleurs conseils du coup pour trouver des clients, ce serait quoi pour toi? Ouais. Je pense vraiment que de donner des cours, des small groups dans le club pour se faire connaître, c'est indispensable. Ce que ça permet, c'est un peu une vitrine quand même, du coup, que ce soit vraiment sur des cours, peu importe quel type, les Smiths ou tout autre, ou les small groups, parce qu'on peut vraiment, le coach se met en avant sur ses qualités d'écoute et d'animation, mais aussi de coaching. Après, tu crées une relation aussi. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Après, ça va être aussi d'être présent. Faut pas attendre que tout arrive tout cuit dans le bec, ça c'est une certitude. C'est d'aller sur le plateau, d'aller voir les gens, d'aller à leur rencontre, de se présenter, de pas hésiter à intervenir à un moment dans une séance quand on voit des personnes pour leur donner 2-3 conseils, leur laisser la carte, dire voilà, écoutez, appelez-moi si vous voulez plus d'informations, proposer à ce moment-là une séance d'essai, être vraiment proactif sur le plateau en tout cas.
Et puis, un dernier point qui, je trouve, peut être pas mal aussi, c'est si on a la possibilité de s'entraîner dans le club dans lequel on propose ces services, c'est de temps en temps ne pas hésiter à s'entraîner, même en mettant son t-shirt ou son polo personnel trainer pour montrer un petit peu comment nous, déjà, on s'entraîne en tant que coach. Ça attire toujours l'œil, les gens regardent. Et après, c'est pareil, il faut voir soit les personnes qui regardent vont directement aller voir le coach et demander, commencer à parler, soit c'est au coach un petit peu d'intervenir au moment où il va s'entraîner. Ok, top. Mais je pense que dans tous les cas, il faut être proactif. Il n'y a rien qui arrive tout seul, sans y mettre un peu du sien et sans être avenant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On peut attendre longtemps. Ce n'est pas en restant les bras croisés, en effet. C'est sûr. Et puis aujourd'hui aussi, alors surtout par rapport à un business où je suis dans un club de fitness, parce que on va dire les clients sont juste en face de nous. Et souvent, les meilleures stratégies, du coup, ce sont les stratégies, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire aller voir les gens. Je vois beaucoup de coachs aujourd'hui se diriger tout de suite vers le web, vers Internet, vers les médias sociaux, etc. Alors que le plus simple, c'est un business d'humain, quoi, de relations. Donc, c'est clair que pour tout de suite connecter avec les gens, le plus simple, c'est pas un post sur LinkedIn ou sur Facebook ou Instagram, c'est d'aller voir la personne et tout de suite, si on peut lui transmettre de la valeur et si la personne en retour, elle sent que c'est quelqu'un qui a l'air professionnel, qui connaît son travail. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle va tout de suite signer un contrat, mais en tout cas, dans le coin de sa tête, si un jour elle pense à vouloir être accompagnée, je pense qu'elle pensera à toi, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, alors, ça se met comment, là, une dizaine de clients, tu es toujours au cercle de la forme. Qu'est-ce qui se passe après? Après, la suite, c'est que je diminue un petit peu mes heures de cours, puisque ça commençait à faire beaucoup, en me disant, je continue à… Parce que toi, ton objectif, c'était complètement, ta logique, c'était d'arrêter complètement et puis de te focaliser, d'avoir 20-30 heures de coaching, ou c'était quoi à l'époque ton idée par rapport à ça? Ouais, à l'époque, c'est diminuer mes heures de cours parce que faire des gros blocs, en plus, nous, on a les cours qui s'enchaînent, donc c'était parfois 9h, 14h où on enchaîne. Ah oui. Tout type de cours, alors pas que des Les Mills, bien entendu. Ça peut être des small groups, des TRX, des trucs comme ça, mais c'est vrai que malgré tout, c'est assez énergivore et à la fin, à 14h, il n'y a plus personne. Donc, c'était déjà de ne plus avoir cet effet-là, un petit peu machine à laver. Et puis, je voyais vraiment que le coaching, en tout cas l'interaction avec les personnes en plus petit groupe ou en individuel, me plaisait vraiment beaucoup plus que d'être tout le temps sur des groupes entiers. Donc, mon idée, c'était de réduire au fur et à mesure et d'augmenter mes heures de coaching. Donc, j'étais à 10, j'ai voulu 10 heures de coaching à peu près. J'ai voulu passer, je me suis fixé des objectifs, 15-20, et en diminuant mes heures de cours en sens inverse. Okay. Donc, 20-10, 10-20, voilà. Et pour arriver à quelque chose qui est maintenant, je donne toujours quelques cours collectifs, parce que j'aime ça aussi encore. Donc, voilà, c'est encore malgré tout une partie que j'aime, donc j'en donne moins, mais à chaque fois que j'y vais avec le sourire. Maintenant, je suis à 9 heures par semaine et le reste, c'est à mon studio où je suis entre 30 et, quand les semaines sont en pleine, 40 créneaux semaine. Ok. Et du coup, tu as testé quoi là depuis que tu as commencé dans le coaching en termes de business model? Tu nous as dit que dans les clubs, à domicile, est-ce que tu as fait de l'outdoor? Est-ce que tu as été dans d'autres studios? Je sais que tu as aussi participé dans un hôtel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la trajectoire que tu as prise, toi? Alors le domicile, j'ai fait qu'au tout début et vraiment très ponctuellement. J'avoue que ce n'est pas ce que je préfère moi, ce que je rentrais dans l'intimité des gens. C'est pas toujours, c'est pas là où je me sens en tout cas le plus à l'aise. Et puis, en termes de place, c'est parfois difficile avec les petits appartements parisiens. Donc, vraiment, le domicile, ça n'a pas été, pour moi, ça n'a pas été révélateur pour ça. Et puis, parce qu'il faut se déplacer et qu'on peut perdre beaucoup de temps dans les déplacements. Donc, pas forcément le plus rentable. En salle de fitness, en second plan, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Une bonne expérience au début, mais je pense comme tout le monde le sait très bien. Le souci, c'est sur les heures de pointe. Trouver de l'espace, bien que je fonctionne très peu avec les machines de muscu, c'est compliqué d'avoir un espace dans lequel on puisse bouger sans se dire mince, là, je ne vais pas avoir
le matériel de disponible. Là, je ne vais pas avoir la place pour faire ce que je veux. Alors, c'est sûr, ça fait encore plus travailler sa capacité d'adaptation, mais bon, ce n'est pas toujours agréable. Et puis, alors ça va dépendre des clubs et des personnes qui sont à l'intérieur. Il y a aussi, moi, parfois, ce manque d'intimité avec la personne qui me dérangeait. Ce sentiment de ne pas pouvoir, enfin que la personne en tout cas que je coachais ne pouvait pas se confier parfois complètement pour me dire certaines choses parce qu'il y avait du monde autour. Non pas que les gens écoutent, mais se sentaient pas dans une ambiance dans laquelle elle était complètement détendue. Donc rapidement je me suis dit j'aimerais bien trouver autre chose. Et en effet, là, il y a eu une collaboration avec un hôtel sur Paris, l'hôtel Pullman, qui a refait son studio fitness, qui a été très bien refait, pour justement développer un petit peu, faire plus de passage aussi, parce que ce n'est pas dans les hôtels où les gens vont plus dans les clubs, enfin dans les salles de fitness, malheureusement. Et où je suis restée un an là-bas et j'ai vraiment eu envie, ça s'est bien passé, mais forcément, on dépend encore de quelqu'un et à un moment donné, ça faisait un petit moment que moi j'avais envie de dépendre en tout cas que de moi-même et d'avoir un peu plus de liberté d'action. C'est comme ça que j'en suis venue à ouvrir vraiment, chercher mon propre local et avoir vraiment mon lieu à moi. Ok. Tu as mis combien de temps pour trouver ton local? Entre le moment où tu t'es dit, il faut que je regarde et que tu es maintenant dedans, il t'a fallu… Je dirais 2-3 ans parce que ça faisait longtemps que je pensais à mon local depuis que j'avais commencé en salle de fitness et où je voyais qu'il me manquait quelque chose pour amener de la qualité aux gens. Et puis, entre-temps, il y a eu l'hôtel où je me suis dit que c'était une bonne passerelle. Ça me permettait de voir si les gens déjà me suivaient en dehors de la salle où j'allais, parce que c'était aussi d'un point de vue géographique, etc. Est-ce que tout le monde allait me suivre dans un autre lieu, parce que c'était parfois pratique pour eux d'être là-bas. Dans le même arrondissement ou il fallait quand même… Oui, dans le même arrondissement, mais pas tout à fait dans le même quartier quand même. Donc, okay. Ils ont suivi sans souci. Donc, ça a consolidé un petit peu ma base. J'ai eu de nouvelles personnes qui sont venues me voir en plus. Donc, je dirais 2-3 ans. Et puis, je suis plutôt un tempérament à bien réfléchir, à bien poser les choses avant de passer à l'action aussi. Donc, peut-être que j'aurais mis moins de temps si je n'avais pas ce tempérament-là, par contre. Okay. Aussi, okay. Ça peut jouer. Et du coup, là où tu es aujourd'hui, c'est aussi à côté de Pullman ou tu t'es Pas très, très loin. Je suis restée dans le 12e parce que moi aussi, d'un point de vue trajet, par rapport à mon lieu d'habitation, je ne voulais pas quelque chose qui soit trop éloigné. Donc, tu es parti déjà d'une base existante. Tu avais déjà des clients avant de monter ton studio, quoi. C'est ce qui t'a permis. Oui, je pense que c'est un peu indispensable aussi. Parce qu'il y a des charges quand même tous les mois à payer, outre les charges de la vie personnelle comme tout le monde, mais dès qu'on a un local, en effet, une structure… Ouais. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'avoir ton studio personnel vis-à-vis de tes clients ou des prospects? Est-ce que tu as remarqué quelque chose ou pas forcément? Je pense que les gens sont beaucoup plus… c'est pas eux forcément, c'est le partage qu'on peut avoir ensemble et ce qui se passe dans une séance va plus loin que quand il y a d'autres personnes à côté, c'est une certitude. Ils viennent ici, ils savent qu'ils sont là, ils sont coucounés. Je ne sais pas comment expliquer mieux que ça. C'est quand ils vont dans une salle, ou même au Pullman, parce qu'il y avait quand même des gens, il y avait des clients parfois qui descendaient. C'est comme si on n'est pas tout à fait chez soi, en fait. Donc, du coup, il y a toujours une petite marge où il manque un petit truc. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le ressentais. Là, et c'est peut-être moi, du coup, aussi, qui était moins libérée. Là, du coup, c'est chez moi, entre guillemets. Et je les accueille. Je sais exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire. Je sais que je ne vais pas avoir de problème aux alentours, en tout cas, moi, je pourrais gérer, dans tous les cas. Ce ne sera pas une tierce personne ou parce qu'il y a eu un souci sur une machine que je ne pourrais pas utiliser. Voilà, moi, je sais déjà tout avant. C'est chez moi et eux se chantent chez eux aussi quand ils viennent. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils me laissent croire et donner, en tout cas. Par rapport à la recherche de ton espace, tu as mis longtemps, du coup, tu as visité plusieurs… Oui, j'ai visité plusieurs locaux. Ouais. Dans Paris, dans le 12e. Enfin, moi, je voulais vraiment rester aux alentours du 12e, dans cet arrondissement-là, de priorité, après 11e, etc. Après, c'est pas facile, c'est jamais facile parce que je suis quand même petite, entre guillemets, c'est-à-dire que je peux pas non plus prétendre à des locaux immenses, mais c'était pendant la période de Covid aussi, donc il y a certains bailleurs qui sont un peu plus frileux parce que c'était du sport et à l'époque…
on n'était pas très bien vus. Enfin, les salles de sport étaient toutes fermées. Enfin, voilà. Donc, c'est pas évident, mais il faut se battre comme tout le temps et comme partout, et ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à cette recherche de local, ou est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais pour ceux qui cherchent à monter leur propre studio, des trucs absolument importants à regarder ou autres? Je pense que les trucs absolument importants à regarder, c'est bien entendu l'emplacement. Chacun le choisira où il voudra, dans l'arrondissement qu'il voudra, dans la ville qu'il voudra, mais c'est regarder les commodités à côté. Moi, je vais parler de Paris du coup, mais ça va être pas trop loin des stations de métro. Est-ce qu'il y a de la place dans la rue? Parce qu'il y a toujours des gens quand même qui viennent en voiture. Est-ce que c'est facile de se garer? Est-ce que l'accès après... parce que moi je suis plutôt sport santé, donc est-ce que l'accès après pour les personnes qui seront peut-être un peu blessées, etc., peut se faire quand même facilement? Est-ce que dans le local que j'ai choisi, j'ai la possibilité de mettre tout le matériel que je voulais mettre? Alors j'entends par là pas en termes de place, mais par rapport aux accroches, est-ce que on s'est renseigné par rapport à la copropriété? Voilà, prendre vraiment le temps de tout peser et de surtout visiter plusieurs choses. Mmh. Et du coup, là, en termes de mètres carrés, ça donne quoi? Superficie? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un extérieur déjà dans Paris, donc ce qui est quand même super. J'ai un petit jardin privatif du coup qui fait à peu près 35 mètres carrés. Et en intérieur, j'ai 25 mètres carrés. Ok, donc en fonction du temps, tu utilises soit l'un, soit l'autre. L'été, on est beaucoup dehors, et en fonction du temps, l'hiver, même bien couvert, on peut utiliser le jardin. Donc en soi, tu pourras avoir deux personnes, un coach qui travaille à l'extérieur et un qui est à l'intérieur, c'est ça? Ok. Et du coup, qu'est-ce que, en termes de business model, tu proposes quoi? C'est quoi tes offres? Est-ce que c'est des abonnements? C'est quel type de personnes tu cibles? Comment tu fais? Alors, moi, je fais une offre plutôt basée sur le sport santé. Je fais du personal training en solo et en duo. Ok. Voilà. Ça, c'est ton modèle, soit soit en duo. Ouais. C'est ça. Ça, c'est mon business model. Et après, pour rebondir sur la question que tu m'avais posée avant, je fais aussi des outdoors que je fais que là, du coup, je fais que l'été parce que c'est trop compliqué avec les conditions météorologiques. Où là, je mets en place le small group, mais vraiment que sur une courte période en extérieur. Et comme je ne suis pas très loin du parc de Bercy, on va au parc de Bercy. Ok. Et je fais à la séance, enfin, je fais des carnets de séance. Alors avant, je faisais de l'abonnement et je vais réfléchir justement peut-être à revoir les choses. J'avais arrêté l'abonnement à cause de la Covid, en fait, tout simplement. D'un point de vue gestion, c'était plus simple quand les clubs ont fermé. Pour ceux qui voulaient suspendre leur abonnement, l'arrêter, enfin, c'était plus simple en tout cas pour moi à gérer à mon échelle, de dire voilà, vous prenez un carnet de 10, un carnet de 20 et on voit si vous arrêtez, ça s'arrête là et il vous restera le même nombre de séances lorsque vous pourrez revenir au studio. Ok. Voilà. Mais comme là, les choses semblent se stabiliser, a priori, s'améliorer. En tout cas, sur les mesures, ils veulent plutôt les alléger que les durcir. Je pense que les abonnements, quand on a une structure qui fonctionne, ça peut être beaucoup plus avantageux parce qu'on sait exactement tous les mois ce qu'on a comme chiffre d'affaires. Voilà. Et comment aujourd'hui tu te fais connaître? Alors, comment je me fais connaître? Beaucoup le bouche à oreille. Je travaille avec une diététicienne nutritionniste à côté que j'avais eu en formation de nutrition du sportif qui j'envoie des clients et qui me fait venir aussi du monde, et une ostéo. Après le bouche à oreille de mes clients, bien entendu. Comment tu favorises à la fois le bouche à oreille avec tes clients et le bouche à oreille aussi au niveau de tes prescripteurs, que ce soit ton ostéo ou la personne qui s'occupe de la nutrition? Comment vous faites? Est-ce que vous avez une offre pour les prescripteurs, une offre globale? Comment tu gères ça? Alors, pour mes clients, le bouche à oreille, c'est simple. J'avais fait deux choses. La première chose, c'était de dire, voilà, vous pouvez inviter une amie ou un ami à venir soit en séance avec vous, soit même en séance tout seul, faire une séance d'essai. Donc, j'avais fait ça et j'avais fait un programme un petit peu ambassadeur aussi, en proposant aux clients que j'ai depuis le plus longtemps, 4-5 ans, de dire, voilà, si par exemple, vous me ramenez une personne, ça vous fait qui s'inscrit, vous avez des réductions après sur votre prochaine prise de séance, de pack de séance. Je leur faisais des -5, -10% en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivaient de par leurs recommandations.
donc un peu un pôle un petit peu ambassadeur. Donc, ils avaient la mission, entre guillemets, de communiquer autour d'eux sur les bienfaits de leur séance, parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est les meilleurs porte-parole qu'on puisse avoir. Les prescripteurs, je ne fais pas d'offre globale avec eux de Pâques, mais ça serait une bonne idée à réfléchir, je pense, en effet. Mais par contre, la nutritionniste avec qui je travaille en collaboration, on échange très régulièrement au téléphone et ça s'est fait un peu de manière naturelle. On n'en a même pas réellement parlé, mais comme on travaille dans le même sens, ça a été un peu comme une évidence de faire ça l'une envers l'autre. Et puis, l'ostéo, en fait, je l'ai en séance. Donc, elle vient au studio. Donc, je pense que ça facilite beaucoup les choses aussi. Elle sait comment je travaille. Elle est dans le même quartier que moi. Donc, on travaille en binôme, c'est-à-dire que quand moi je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin, je lui envoie cette personne-là et elle inversement. Ok. As-tu fait d'autres tactiques marketing qui ont bien fonctionné, pas forcément dans ton studio, mais ce que tu as pu tester depuis que tu fais du coaching? Est-ce qu'il y a des choses qui sont… je pense que pour les personnes qui sont en tout cas dans des clubs encore, tout ce qui va être proposition d'événements en collaboration avec le club, ça fonctionne bien. Que ce soit autour des small groups ou des personnel training. Proposer, je sais pas, sur un week-end, un thème précis, proposer un stage. J'avais fait pendant le Covid, ça avait bien fonctionné, ça, en visio, du coup. J'avais proposé, moi, un stage autour de la respiration. J'avais fait intervenir quelqu'un qui était spécialisé. Et donc, j'avais créé des packs de suivi sur 1 ou 2 séances par semaine où on travaillait la respiration avec la personne que j'ai fait intervenir. Je pense que c'est important de faire des opérations comme ça ponctuelles pour, même si derrière, je dirais, on ne vend pas beaucoup ou on ne vend pas, ça peut aussi arriver, mais au moins on se fait connaître. Et comme tu l'as dit, parfois il y a des gens, ça leur prend 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, dire ah mais oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, je vais la contacter, là je sens que j'en ai besoin. De toute façon, c'est la fréquence, des offres ou des choses que l'on va mettre en avant qui vont faire qu'on va avoir des clients. Si on balance une fois, on dit tiens, je suis là, je peux vous proposer des coachings et puis pendant le reste de l'année, il n'y a plus aucune communication, c'est clair que ça va être compliqué, quoi. Et du coup, c'est une bonne transition là par rapport on va revenir un peu en arrière par rapport au confinement. Comment tu as géré ça, toi, d'un point de vue business? Alors, d'un point de vue de business, je me souviens très bien parce que j'étais en formation posturologie quand ça a été annoncé. J'ai tout de suite rebondi, en fait, avant de savoir même qu'on a fermé un mardi, les salles de sport. Je ne sais plus, on nous a dit on n'aurait plus le droit, un truc comme ça. Moi, je suis sortie de la formation le dimanche après-midi. J'ai envoyé un message à tous mes clients en disant, voilà, je vous propose de la visio. Sinon, on suspend votre abonnement, parce qu'à l'époque, du coup, là, c'était l'abonnement, ou on le bloque, ou on le gèle. Voilà, vous me dites ce que vous voulez faire. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu les 3/4 de ma clientèle qui a continué en visio. J'en ai certains qui m'ont demandé plus de séances. Donc, en fait, entre ceux qui ont arrêté et ceux qui ont demandé plus de séances, j'ai perdu personne. Je n'ai pas perdu de chiffre d'affaires du tout. J'ai mis en place des small groups en visio qui ont fonctionné aussi également. Donc, j'avais certaines personnes… Tu faisais des one-to-one en visio. OK. Ouais. Donc, là, on était là. Tu me coachais, tu me disais les exercices et tout. Exactement. Ouais. Sous le même format que tu avais, je suppose, tes clients. Exactement. Et donc, bien entendu, je m'adaptais par rapport à ce qu'avaient les personnes chez eux, parce que ça me tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, tout ça, au début. Il y en a plein qui ont acheté du matériel, qui ont réussi à avoir des sangles, qui ont investi dans des kettles. Enfin, voilà. Donc, il y avait vraiment un engagement de la part de mes clients. Okay. Donc, on a quand même réussi à pouvoir maintenir pas mal de séances. Et puis, ça faisait du bien à tout le monde, autant à eux qu'à moi, parce que ça permettait quand même de voir quelqu'un dans la journée et d'échanger, outre l'aspect sportif. Et puis, j'ai proposé rapidement des cours, en small group, en fait, avec des thèmes précis. Ça pouvait être travailler plus sur la mobilité, travailler plus sur le cardio, travailler plus de renforcement et de mobilité. Il y avait 3 gros thèmes. Et je proposais des créneaux différents. Je marchais, puisque j'avais mon application de réservation de cours, je marchais par cette application-là. Ils réservaient leur place. Ça leur donnait l'identifiant de la réunion Zoom, parce que c'était Zoom. Okay. Tu utilises quoi comme outil de résa aujourd'hui? Deci+.
DC+, ok. Mm. Très bien. Donc là, tu avais un agenda bien rempli du coup, parce qu'avec tes one-to-one oui, dans le groupe. Ouais, j'avais un agenda bien rempli. Donc, j'avoue que moi, le confinement, je n'ai pas. Tu l'as bien vécu. C'était difficile, comme tout le monde, je pense, parce que voilà, c'est un changement de vie complet, tout ou rien, quoi. Mais j'ai bossé. Moi, j'ai bossé vraiment. Donc. Et d'un point de vue logistique, donc tu étais chez toi ou tu étais dans une. Ouais, Ouais, non, c'est ça. ouais. Okay. J'étais chez moi, j'étais à Paris chez moi et du coup, j'avais mon ordi que je pouvais mettre pour les small groups que je reliais à ma télé. Ouais. Ça me permet de voir beaucoup mieux quand même. J'organisais la pièce, je me suis équipée un petit peu de matériel pour pouvoir que les gens me voient mieux parfois, m'entendent mieux, enfin voilà. Et puis ça a bien fonctionné. Ok, excellent. Et du coup, le online, comment tu le gères aujourd'hui? Est-ce que tu as complètement du coup arrêté ou est-ce que tu as un coaching hybride aujourd'hui? Alors, je dirais que j'ai un coaching hybride, mais bon, quand même les 3/4 des gens sont revenus au studio. Et j'en ai encore quelques-uns où on continue la visio. Okay. Voilà. Soit par choix parce que ça leur convient et que c'est un gain de temps, ça leur évite un déplacement supplémentaire, même s'ils ne sont pas très loin, ou aussi par changement de vie, parce que j'en ai certains qui, maintenant, le week-end, ont une petite maison secondaire à la campagne à 2 heures de Paris, etc. Et du coup, c'était des périodes où je les voyais parce qu'ils ne bossaient pas. Et c'est pas grave, il y a la visio. En tout cas, ça a permis, je pense, si on tire le positif de tout ça, de transformer un peu des choses qui parfois disaient, bon, bah voilà, là, je pars, je pouvais pas, j'annule ma séance. Bah là, maintenant, je suis pas là, mais je serai quand même libre et on va le faire en visio. Ouais, on peut toujours trouver une alternative. Hein. Ouais, exactement. Ok. Et est-ce que ça t'a permis d'avoir des personnes extérieures de Paris, du coup, de faire du vrai coaching en ligne ou d'avoir des personnes, je ne sais pas, à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays ou autres? Ou tu n'as pas fait forcément de stratégie pour aller chercher Non, je n'ai pas fait du tout de stratégie de ce point de vue-là, c'est vrai. Okay. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut bosser, en tout cas pour élargir nos services, tout en restant spécialisé dans ce qui nous appartient. Pour moi, plutôt le sport santé, mais je pense qu'en effet, c'est quelque chose que je vais développer dans les mois et dans les années à venir, puisque ça permet justement de pouvoir étendre quand même son offre et du coup d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé, forcément. Forcément, quand le confinement est arrivé et tout, on a entendu beaucoup de il faut basculer en ligne et tout. Il y a une grande majorité, je ne sais pas. Il y a certains, on va dire, dans le secteur du coaching. Ah oui, mais moi, ça ne correspond pas à ce que je veux, ça ne correspond pas à mon métier, ça ne correspond pas à la façon de coacher. Quelle est ta vision de ça? Est-ce que c'est le coaching en ligne, c'est le mal ou au contraire, c'est un outil intéressant? Non, c'est un outil. C'est un outil intéressant. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en ligne. Il faut juste savoir, en effet, adapter parfois ce qu'on fait au jour le jour dans les studios ou en physique. Mais c'est un outil supplémentaire. On peut vraiment faire notre business avec des outils en ligne. Quel est ton ressenti, toi, après avoir du coup fait des coachings en visio, et quel est aussi le ressenti, parce que c'est le plus important, de tes clients? Alors, mes clients, ça va dépendre desquels. J'en ai qui me disent franchement que ce soit en visio ou en présentiel. Moi, je trouve que je travaille tout aussi bien. Donc, très bien, pas de souci. Il y en a d'autres qui me disent voilà, on fait un peu de visio en ce moment pour X ou Y raison, mais c'est vrai que je veux encore me déplacer parce que je sens que quand tu es vraiment à mes côtés, ça fait quand même la différence. Mais ça, je pense que c'est vraiment personnel par rapport à chaque personne. Quand elle s'entraîne, comment elle ressent les choses. Il y a des gens qui ont besoin d'être touchés, comme on en revenait au début, qui sont plus tactiles, qui ont besoin de quelqu'un qui soit vraiment à côté pour même pas forcément les corriger, mais pour les motiver, etc. Il y a d'autres personnes, même si ils me voient, ils ont même limite, parfois certains, la caméra ne verrait pas, rien qu'à m'entendre, parce qu'ils sont auditifs, ça fonctionne tout seul, quoi. Et je pense que ça, c'est encore... c'est un point de vue complètement différent de chaque coaché. Mais je dirais quand même que les 3/4 quand même de la clientèle préfèrent venir en présentiel. Ouais. Et l'autre quart est soit une fois de temps en temps, soit je trouve que c'est égal.
Mhm. Bon, en sachant que moi, j'ai un business de coaching en ligne. Quand tu regardes bien, les gens, de toute façon, qui vont venir à toi, ce sont des gens qui sont intéressés. Toi, le fait de s'entraîner seul ou de faire des choses à la maison, comme tu dis, pour eux, c'est acté. Il y en a d'autres, bah, voilà, ils préféreront l'esprit, on va dire, vraiment physique, convivial avec les small groups ou avec le coach. Mais il y a des gens, et je l'ai bien vu, qui se sont découverts, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, voilà, c'est cool de s'entraîner. Je peux m'entraîner quand je veux. Bah forcément, il n'y a pas. Tu vois, je me change, j'ai fini, je prends ma douche et après, ben voilà, je peux m'occuper de mes enfants. Donc, il y a eu aussi ce côté-là qui a été, je pense, intéressant. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a gagné 5 à 10 ans surtout sur le marché francophone, le fait que les gens achètent des kettlebells, des haltères et fassent du sport chez eux. Voilà, très clairement, il n'y aurait pas eu ces événements-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, moi, j'essaye toujours de voir le verre à moitié, enfin, le verre plein et pas le verre à moitié vide, du coup. Et donc, je tire beaucoup de positivisme par rapport à tout ça. Si on fait un petit peu rapide, si on parle de chiffres, parce que quand on a un business, il y a une question de rentabilité. Je pense qu'on l'oublie souvent au démarrage parce qu'on est vraiment tourné vers notre passion, mais quand on est indépendant, ne serait-ce qu'indépendant, il y a un moment donné, tu as besoin de manger, tu as besoin de payer tes factures. Il t'a fallu combien de temps, toi, pour que ton studio, par exemple, soit rentable? Ça a été assez rapide puisque quand j'ai décidé, j'ai sauté le pas, j'avais fait tous mes calculs pour que je sache que ce soit rentable. Donc, pas comme si j'avais ouvert en me disant, voilà, j'ai que 5-6 cours par semaine et il faut que je développe. Moi, je me suis dit plutôt l'inverse. J'ai déjà toute ma clientèle. Je sais que j'ouvre et je ne prends pas de risque là-dessus. Donc, premier conseil, selon toi, c'est que tu te construis une clientèle. Tu les sondes pour savoir si demain, je m'en vais à 200 mètres ou à 400 mètres, je monte exactement le même modèle, mais simplement, je change de lieu. Est-ce que vous me suivez? Ça te permet de te dire, ah ouais, OK, je vais générer 5 10 000 euros par mois. Ça va me coûter tant en loyer, avec les charges, avec les impôts qui vont changer, le statut, etc. Et de me dire, voilà, si je suis plus ou moins à l'équilibre, c'est bon, on y va, quoi. Ça a été ça un peu ta réflexion? Moi, ça a été ma réflexion parce que j'ai un profil comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, je suis plutôt dans ce sens-là que dans le sens de dire, OK, j'ai quelques personnes et maintenant je saute le cap et puis comme ça se développera. Je l'ai pris le problème dans le sens inverse. Ok, super. Et du coup, donc, tu as atteint la rentabilité, bon, bah, voilà, pratiquement, ou peut-être dès le mois 1. Comment tu gères maintenant ton business? Est-ce que du coup, tu as ton chiffre d'affaires, tu as ton salaire, voilà, tu te dis, bon, bah, ça roule, ou tu as quelle vision, toi, de l'entrepreneur? Est-ce que tu es quelqu'un, justement, qui veut monter ou au contraire, tu as ton quotidien, tu es tranquille, tu as ton équilibre? Comment tu gères tout ça? Non, je pense, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut perdurer plus ou moins longtemps dans la profession et en tout cas dans l'entrepreneuriat de manière globale. Je pense qu'il faut toujours viser un peu plus loin. Donc voilà, moi là, à l'heure actuelle, j'ai pu prendre un petit local qui me permettait de faire du duo, du solo. Moi, j'aimerais bien quand même retrouver dans l'absolu, puisque là, je suis sur un bail d'une durée de 2 ans, ce qu'on appelle les bails précaires. Mais c'est vrai que moi, une prochaine étape, c'est que j'aimerais avoir un peu plus grand, avoir au moins un 50 mètres carrés, et reproposer des small groups au moins à 4 personnes, pouvoir aussi proposer des travails en collaboration avec des journées ou des demi-journées où je pourrais proposer justement à un ostéo, voir avec la personne avec qui je travaille déjà, d'intervenir. Enfin voilà, je voudrais vraiment... tu as déjà, en fait, tu es tourné déjà vers la V2, quoi, ou la V3, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ok. Et comment tu fais aujourd'hui? Comment fait Anne-Flo pour s'améliorer tous les jours? Pour s'améliorer tous les jours, je pense qu'il faut se remettre en question un petit peu tous les jours. Et comment tu fais pour te remettre en question? J'essaie de me fixer des objectifs, parce que sans se fixer d'objectifs, on ne peut pas trop savoir où on en est. Donc, que ce soit d'un point de vue chiffre d'affaires pur, mais ça peut être des petits objectifs de vie professionnelle beaucoup moins
moins important qu'un chiffre d'affaires. Hein. Ça peut être aussi de se dire, voilà, j'ai je ne sais pas combien de personnes, 5 rendez-vous par exemple dans ma journée, mais j'aimerais que dans ces 5 rendez-vous, à la fin, chaque personne reparte avec le sourire aux lèvres et se dise, voilà, mon expérience a été encore mieux. Alors, qu'est-ce que je peux leur offrir de mieux que ce que je leur offre aujourd'hui pour qu'ils aient ce sentiment d'être encore mieux pris en charge. Enfin, voilà, c'est vraiment tous les jours se dire comment je peux donner un service de meilleure qualité à mes clients. Ça va être sur un mois, se dire, voilà, mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais mettre en place qu'est-ce que je vais regarder chez les uns, chez les autres, à la concurrence, qu'est-ce que je peux améliorer dans le fonctionnement pour ma clientèle. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment plein de petites choses qui peuvent s'imbriquer, mais c'est pour moi une remise en question constante. Puis après, ça va dépendre des gens, mais c'est vrai que moi, j'aime toujours apprendre. Donc, ça va être se dire, bah, tiens, voilà, moi, mon aspect, c'est sport santé. Bah, j'aimerais bien me perfectionner un peu plus sur cette approche-là. Donc, bah, je vais creuser, je vais chercher, je vais trouver une formation ou pas. Enfin, voilà. Je dirais que c'est dans cet ordre-là. Combien tu accordes de temps à la partie business, à la réflexion, au marketing, à la création de contenu, etc. Pas assez, je pense. Je vais être honnête, hein, je pense que pas assez du tout. J'essaye de réserver à peine une demi-journée par semaine. Ok. Et ça ressemble du coup, ça ressemble à 2 heures pour être un peu plus clair sur le nombre de temps. Je dirais environ 2 heures, 2-3 heures quand je peux. Et ça ressemble à quoi alors une journée type d'Anne-Florence? Se lever très tôt. C'est-à-dire je me quelle lève heure? très tôt, 6 heures. Je me lève tous les jours à peu près à 6 heures. Okay. J'ai souvent les coachings qui commencent dès 7 heures. Je suis plus efficace le matin. Après, ça dépend des gens en plus. J'enchaîne les coachings environ, ça peut être jusqu'à midi ou 14 heures en fonction des jours. Parfois, j'ai quelques cours co entrecoupés au milieu, mais c'est très rare. Okay. Et puis, l'après-midi, sur 3 journées dans la semaine, j'ai des coachings jusqu'au soir. Et sur les autres, c'est là justement où je m'accorde du temps, soit pour penser au développement, par exemple, à mon site internet, là, c'était ça dernièrement, quelques éléments qui n'allaient pas, que je voulais revoir, à remettre en place. Voilà, ça va être, je bloque mon temps et je prends un papier, un crayon ou ma tablette et je pose mes idées. La première étape, et la semaine d'après, ça va être OK, j'ai posé mes idées. Maintenant, comment je vais faire pour agir voilà. OK. Et avec toute ton expérience du coup que tu as emmagasinée avec toutes ces années, est-ce que tu referais exactement la même chose ou tu changerais quelque chose de ce que tu as fait par rapport à tout ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne sais pas si je ferais différemment parce que je pense que qu'on tire toujours, enfin de ce qu'on fait, on en tire toujours des bonnes leçons et ça nous fait avancer et progresser. Donc, je pense que j'ai pas mal avancé et progressé. Par contre, je pense que parfois, je devrais un peu moins réfléchir si j'avais un truc à changer. Être un peu plus dans une prise d'action plus rapide. Voilà. Yes. C'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré, c'est d'être tombée, de m'être blessée, je pense. Parce que je le vis un peu comme un échec, forcément, parce que c'est quand même pas très sympathique comme moment. C'était sur un tuck jump ou pas? Eh ben non, mais enfin, après, j'ai voulu faire un peu la maline. En plus, j'ai voulu faire un 360 en tournant. Bon, bref. Ah. Et, voilà. Ah ouais, bon. D'accord. Oui, tu as voulu faire de la gymnastique en body attack, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Ok. Bon. Non, mais voilà, je pense que le plus gros échec, c'est ça, c'est de ne pas avoir réussi à tout tenir comme il fallait. Mais bon, ça a eu, comme dans tout échec, et comme tu me disais tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et que même dans les situations parfois compliquées, il y a toujours une opportunité derrière. Est-ce que tu aurais des livres à nous partager qui t'ont inspiré, qui ne sont pas forcément liés à notre secteur d'activité ou pas forcément liés au business, mais qui ont impacté ta vie de manière générale? Alors, pas forcément. Non, je suis désolée de répondre à cette question-là. Très honnêtement, je ne lis pas beaucoup, à part tout ce qui va être sur l'entraînement. Ouais. Je ne suis pas une grande lectrice, j'avoue. Par contre, si moi, je pourrais conseiller pour ceux qui aiment lire et qui ont du temps et qui arrivent à lire et qui aiment ça, tous les livres sur le développement personnel, je pense que c'est autant bénéfique pour soi-même que dans son activité en tant que coach envers les autres. Et tu en as un à nous partager?
Eh bien, justement, non, puisque… Ah non, non, je pensais que tu en avais au moins un à nous partager, que tu aurais pu… Ok, ça marche. Bah non, je dis la vérité, enfin, je vous dis la vérité. Mais pour ceux qui aiment lire, vraiment, je pense que c'est un véritable outil. Moi, je suis plus à écouter des podcasts ou voilà, avoir que à lire. Alors, podcast, alors, donne-nous oui, podcast. Alors, moi, j'écoute beaucoup les podcasts de Aurélien Broussal, d'Herval, mais bon, on va rester de nouveau sur plus l'entraînement. Training Therapy aussi, que j'aime beaucoup. Et après, il y a des podcasts sur le développement personnel. C'est une jeune fille qui s'appelle Manon qui fait ça sur Spotify. Moi, j'avais tapé Manon et développement personnel. Et du coup, voilà, j'écoute entre deux clients ou l'après-midi quand je travaille, je mets et ça me permet d'avoir des petits mots et des petites leçons de vie qui peuvent être parfois très sympathiques et très intéressantes. Excellent, excellent, excellent. Est-ce que c'est quoi ton outil d'entraînement préféré? J'en ai plusieurs, mais je dirais TRX quand même. TRX? Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager au coach, on va dire? Je pense qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde. Enfin, si je suis là depuis aussi longtemps dans le métier, c'est pour ça aussi. On a la chance de pouvoir interagir avec beaucoup de personnes et donc de rencontrer beaucoup de gens, ce qui est très enrichissant. Et en plus de ça, on a quand même la possibilité d'aider les gens et de parfois changer leur vie. Donc, je pense qu'on a un métier en or. Et donc, du coup, comment… métier, je leur souhaite déjà la bienvenue et j'espère qu'ils sauront se préserver au début de tous ces cours collectifs et ne pas être dégoûtés à cause de la fatigue de tout ça et qu'ils pourront faire une longue carrière, une belle carrière dans le métier. Et du coup, je rebondis sur justement notre métier. Comment tu vois ton métier dans les 5 à 10 ans? C'est quoi ta vision du fitness et du métier de coach? Dans les 5 à 10 ans, bon, après, on verra ce qui se passe d'un point de vue sanitaire aussi, ça peut beaucoup changer la donne. Je pense que dans les 5 à 10 ans, on va quand même beaucoup plus se diriger vers des petites structures, beaucoup moins de gros clubs et être vraiment peut-être même pluridisciplinaire, comme je disais tout à l'heure, avec la possibilité d'être pris en charge et d'être suivi un peu de A à Z pour les gens. Donc, soit sous forme de small group, soit sous forme de coaching solo, mais avec peut-être un nutritionniste, un ostéo sur place, la possibilité d'être vraiment pris en charge entre guillemets de A à Z. Ok, super, excellent. Bien, merci à toi de ton retour d'expérience, c'était hyper enrichissant. Et puis, moi, je vais te souhaiter du coup une superbe année 2022. On peut te souhaiter quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Écoute, on peut me souhaiter de continuer sur la même trajectoire et la même lancée sur laquelle j'ai fait 2021 avec continuer un développement. Et puis surtout, je pense qu'avant tout ce côté développement, c'est avoir la santé. Ce sans quoi on ne peut rien faire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Bon, super mot de la fin. En tout cas, merci Anne-Flo. Merci à tout le monde. Si vous voulez retrouver du coup les notes de l'épisode, vous regardez en dessous du podcast. Il va tout y avoir. Donc, merci en tout cas à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.